Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Éducation. Dans quelles conditions se tiennent les examens du CAP au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Démarrage des examens du CAP ce lundi 26 juillet à travers le pays. Il commence dans un contexte où les enseignants signataires du 15 octobre 2016 annoncent un boycott des examens et une grève à partir du 9 août prochain. Quelle solution pour la suite de l'année scolaire? À quoi faut-il s'attendre? Où se situent les négociations entre le gouvernement et les enseignants? Pour en parler, nous avons invité M. Ousmane Almoudou, secrétaire général des enseignants signataires du 15 octobre. M. Almoudou, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons Daouda Sako au téléphone. Il est membre de l'association des parents d'élèves. M. Sako, bonsoir. Boubacar Garba, porte-parole de l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, est sur le plateau avec nous. Bonsoir, M. Garba. Bonsoir. Nous avons tenté d'avoir un représentant du gouvernement sur le plateau, mais nos tentatives sont restées vaines. À la présentation, Mariam Koulibaly, mais néanmoins, le débat, ça continue. Restez avec nous. Le Grand Dialogue. Alors, M. Sako, comment vous appréciez la situation scolaire aujourd'hui? Ce matin, quand même, il y avait une délégation importante à Kati, dans la Fédération des associations des parents d'élèves étudiants du Mali fait partie, pour l'ouverture solennelle de l'enveloppe du CAP, et qui m'a donné une très bonne impression par l'organisation et qui était en place, parce que les élèves et les candidats étaient en place, bien installés, les salles étaient en état acceptable, avec les surveillants en place aussi, et tout était prêt pour que ça démarre très bien. Donc, Madame le ministre a ouvert la première enveloppe, et je crois que c'était pour le lancement officiel des épreuves du CAP à l'Académie de Kati. Monsieur Ousmane C'était bien passé. Ok. Monsieur Ousmane Almoudou, est-ce que vous avez le même regard de la situation que Monsieur Sako? Comment est-ce que vous appréciez cette situation? Non, en fait, merci. Je voudrais préciser quand même, je ne suis pas le secrétaire général, je suis le porte-parole du syndicat de l'éducation. C'est noté. Ça a son importance dans notre milieu. Oui. Et dire que ce que M. Sako vient de dire, ce n'est pas étonnant. Au Mali, on aime la façade, on aime à masquer les choses, sachant bien que la première enveloppe sera ouverte au niveau des Kati. On masque les choses, on prend des dispositions pour que ça soit. En tout état de cause, nous, syndicats de l'éducation, nous n'avons pas participé. Le gouvernement s'est débrouillé à recruter des gens n'importe où pour aller surveiller. Ce qui démontre la nature du gouvernement vis-à-vis de l'école. Mais sur quoi vous vous basez pour dire que en fait, nous avons fait la citation, nous avons nos représentants un peu partout. À partir de 11 heures, nous avons fait la citation. Aucun enseignant du public n'a participé. Ils ont pris des enseignants du privé, ils ont recruté des gens par-ci par-là. On a des localités où ils ont recruté des conseillers qui sont au niveau du gouvernorat pour aller surveiller. On verra s'ils feront le même cas lorsqu'on va attendre le bac. On verra lorsqu'ils feront la même chose lorsque nous irons au niveau de DEF. Donc cette présentation harmonieuse, etc., pour nous, c'est de la façade. C'est la façade parce qu'on sait que à partir du moment qu'on veut faire fonctionner l'école sans les enseignants qui, pendant toute l'année scolaire, ont fait cet exercice-là, ça nous donne l'idée de ce que ce gouvernement, le département de l'éducation, le gouvernement dans son ensemble, l'école ne le dit absolument rien. Ça, je pense que j'ai eu l'occasion de vous le dire sur ce plateau-là. On revient là-dessus. L'école, c'est la dernière des priorités de ce gouvernement-là. Et en ce moment, nous sommes aussi, en tant que syndicat de l'éducation, nous assumons entièrement sur toutes les dispositions que nous avons entreprises. Alors, M. Garba, vous êtes membre de l'AEM. Au vu de la situation et tout ce que vous venez d'entendre, est-ce que l'AEM est inquiet aujourd'hui? Merci bien. Bonjour, chers téléspectateurs, chers camarades. Bon, aujourd'hui, nous sommes plus qu'inquiets. En tant que partenaire indéfectible de l'école, qui est aussi de la communauté éducative, y compris les enseignants, les administrateurs. Aujourd'hui, les activités d'examen de fin d'année font partie aussi des activités pédagogiques
qui doit être surveillé, corrigé par ces mêmes enseignants qui ont l'éthique et la déontologie de la matière. Aujourd'hui, les deux parties doivent prendre en toute intelligence, en toute responsabilité pour vraiment pallier à ce problème. Ce que nous déplorons vraiment, ça c'est annuellement des années sauvées à tout prix. Car on a l'adage de dire que pousse-pousse s'arrête au mur. La synergie et d'autres entités syndicales plus le gouvernement ne doivent pas en réalité marcher sur l'avenir de nos camarades, l'avenir de nos petits frères, qui sautent d'étape en étape pour arriver à un seuil dont ils n'ont pas le niveau. L'éducation, c'est l'arme fatale pour changer un pays. L'avenir, le devenir d'une nation repose sur les principes de l'éducation qui est aujourd'hui très bafoué. Nous sommes inquiets, très inquiets même face à la situation. Monsieur Sako, vous de l'association des parents d'élèves, Monsieur Almoudou vient de dire que des enseignants ont été recrutés un peu partout pour venir surveiller l'examen du CAP au niveau des différentes écoles. Est-ce que vous avez eu vent de la situation? Pensez-vous que c'est possible de faire fonctionner maintenant l'école sans les enseignants? Bon, il n'est pas possible de faire fonctionner l'école sans les enseignants, mais si je me porte en foi à ce que Aboumil dit, parce que vous savez, les IFM étaient en évaluation aussi. Mais dans les salles de classe, c'était les enseignants de l'IFM qui surveillaient les épreuves. Donc, dire que on a recruté les enseignants n'importe où, n'importe comment, en tout cas, ça, je ne suis pas d'accord avec lui. À l'IFM de Kati, les épreuves étaient surveillées par des enseignants. Donc, je connais beaucoup, parce que, comme je vous le dis, j'ai été inspecteur général en éducation nationale et j'ai formé des professeurs à l'INSIP et j'y enseigne. Donc, j'ai vu mes anciens étudiants qui sont professeurs à l'IFM qui surveillaient ces épreuves et qui sont des agents de l'État et sont professeurs à des classes. Bon. C'est une situation qui n'est pas plaisante. Parce que nous, en tant que parents d'élèves, nous ne pouvons pas supporter que nos enfants soient abandonnés à la porte des examens par des enseignants, par l'État ou par les enseignants. Nous ne pouvons pas supporter que nos enfants qui ont suivi des cours pendant des mois, maintenant qui sont à la porte des examens, qui soient abandonnés. Ça, en tant que parents d'élèves, nous ne pouvons pas le supporter, nous ne pouvons pas le cautionner. Monsieur Almoudou. Et comment, en tant qu'enseignant, les élèves que vous avez formés pendant des mois, maintenant vous avez clôturé l'année, il suffit maintenant de faire l'examen. Il y a des pressions, il y a des menaces sur cet examen. Je trouve que vraiment, en tant qu'enseignant, soit de collègues, le minimum, c'est de faire sourire quand même les élèves pour que vraiment ils puissent faire leur examen. Le reste, on pourra peut-être le traiter de façon beaucoup plus durable. C'est ce que nous pensons, parce que vraiment, perdre l'année, ça fait combien d'années que notre école est dans cet état? Alors, monsieur Almoudou, comment dans un pays, quand l'école ne marche pas, on ne doit même pas vous apporter une aide, parce que vous avez renoncé au développement. Vous avez renoncé au programme. L'école, c'est l'ossature de toute société. Quand l'école va, tout va. Mais quand l'école va mal, rien ne va. Alors, monsieur Almoudou, quand l'école va mal, rien ne va. Aujourd'hui, est-ce que les directions des différents établissements ont déjà reçu les notes? Il y a 2-3 choses, ce que je vais préciser. Oui. Le professeur dit que l'IFM de Kangaba, l'IFM de Kati est en évaluation. Ce n'est pas seulement l'IFM de Kati, c'est l'ensemble des IFM du Mali. Là, ce n'est pas des examens, c'est des trimestres. Et là, on n'a pas demandé de boycotter les trimestres. On a demandé de faire les trimestres et de retenir les notes. C'est pourquoi nos collègues sont en train de surveiller. On leur a dit de surveiller aujourd'hui, ils vont surveiller aujourd'hui. Demain, nous sommes en assemblée générale, ils ne vont pas surveiller. Les jeudis, nous sommes en meeting, ils ne vont pas surveiller. Mais aujourd'hui, ils sont en train de surveiller parce qu'on n'a pas demandé de boycotter cela fait partie des actions les actions en cours. Donc, on n'a pas demandé de boycotter les trimestres. Et les IFM sont en trimestre. Mais je précise, je mets quiconque au défi de nous amener des enseignants du public
qui ont surveillé ce cap. Quiconque au défi. Ils ont ramassé des gens n'importe où pour les amener. Et c'est dit, ça nous donne l'état d'âme, l'idée de ce gouvernement par rapport à l'éducation. 2. Les camarades de l'AM disent que la synergie ne peut pas prendre l'avenir des enfants. Ce n'est pas la synergie. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que les Maliens et les Maliennes comprennent que les enseignants ne peuvent pas rester dans cette situation. Tant qu'on ne comprendra pas ça, ça ne va pas marcher. Les enseignants ne veulent plus accepter qu'ils soient traités comme les derniers de la société. Les enseignants ne sont plus acceptés à être traités comme les misérables de la République. Tant que la société ne change pas cette mentalité, ça ne pourra pas marcher. Les professeurs qui viennent de dire, nous ont donné beaucoup de leçons de ce qu'ils ont fait, etc. Nous ne sommes plus dans ça aujourd'hui. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Si les autorités, c'est de la rhétorique aujourd'hui, dire que l'école c'est la priorité, oui, c'est important. Les pays qui ont pris conscience de ça ont mis leur école en valeur, ont mis leurs enseignants en valeur. Au Mali, on chante ça. Tous ceux qui sont en train de parler de l'école aujourd'hui n'ont pas leurs enfants dans les écoles publiques. Tous ceux-ci n'ont pas leurs enfants. Vous les prenez des hauts jusqu'au bas. Les derniers directeurs d'école, les directeurs nationaux n'ont pas leurs enfants dans les publics. Et si vous venez me parler de la rhétorique sans l'école, il n'y a pas de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent cela. En tout état de cause, les syndicats de l'éducation sont conscients de leurs responsabilités. Les syndicats de l'éducation se préparent pour que ce corps-là, meurtri, que les gens ne veulent pas avoir, les enseignants du Mali, obtenir du bonheur pour que cette situation change. Si on veut, ensemble, que notre école sorte de cette situation, on veut ensemble que notre école retrouve son lustre d'antan, je pense qu'il va falloir qu'on s'assied et qu'on mette les enseignants dans leurs droits. Ce que les enseignants demandent aujourd'hui, ce n'est pas de la mer à boire. Les enseignants demandent l'application d'une loi de la République. Tout simplement. On ne peut pas accepter ça pour les autres. Et certains sont partis en mouvement de grève. Ils ne sont pas aussi nombreux que les enseignants. On n'a pas trouvé des alternatives pour les remplacer à leur poste. C'est parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont en grève. On recrute des gens par-ci, par-là pour dire qu'on va les remplacer. Ça veut dire que ça ne dit absolument rien. Que l'examen se tienne ou pas là. Pour ces autorités, ça ne dit absolument rien. Et si les autorités qui sont censées garantir le droit de tout un chacun, et les élèves et les enseignants s'en fichent des examens, les enseignants aussi s'en fichent. Parlant de vos actions en cours, est-ce que les directions des différents établissements ont déjà reçu les notes des élèves? Nous, on a retenu, on a dit depuis le 1er juillet aux camarades, aux collègues, de retenir les notes des trimestres, des interrogations, des devoirs. Aujourd'hui, non, pas. En tout cas, à partir du 1er juillet où on a pris la décision jusqu'à aujourd'hui, aucun collègue n'a remis une note à une administration. Bon, vous savez, dans ce pays-là, on est habitué à ça. On invente des notes pour donner ça aux collègues. Ça, ce n'est pas une première fois. On fait se référer sur des années. Les administrations, on demande à l'élève, vous avez fait un devoir une fois, là, tu as eu combien dans ce devoir-là? L'élève peut imaginer que j'ai eu 17, on écrit ça. Ce n'est pas une première fois. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, depuis qu'on a pris la décision, nos collègues n'ont pas remis de notes. Moi, j'ai mes copies avec moi. J'ai corrigé, les notes sont avec moi. Monsieur Garba, vous de l'AEM, pensez-vous que cette situation-là joue sur le moral des candidats? Oui, effectivement, ça joue beaucoup. Aujourd'hui, en réalité, le bureau de coordination est dans un rôle d'impartialité. Mais, quoi qu'il en soit, pour l'avenir de l'école, pour l'avenir de nos camarades, nous sortirons en réalité très bientôt dans cette optique d'impartialité, à travers vraiment des mesures. Aujourd'hui, que ce soit l'État, les autres entités syndicales, quel qu'en soit leur statut général, statut particulier, aujourd'hui, je n'en disconviens pas avec la synergie, car on dit que l'État est une continuité. Ces mêmes autorités aujourd'hui en place, c'est eux qui avaient trouvé au début de leur prise des affaires, des conventions avec ses enseignants. Je n'en disconviens pas que l'État est aujourd'hui dans une impasse dont la synergie aussi doit prendre conscience. L'État devait en toute responsabilité regrouper, que ce soit l'INTEM, les avocats, les médecins, les enseignants, tout le monde avant vraiment leur projet de grille unifiée, d'édifier tout un chacun en les mettant à leur place. Va jouer sur le moral des enfants. Tout ça là, oui, je viens. Tout ça, ça va jouer, car ça devient intempestif. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, ça ne va pas. Les années ne sont même pas achevées. Les candidats partent en salle
d'examen tout confus et 1 mois, 2 mois avant ces examens, il y a une incertitude si ça aura lieu ou pas. Et même ces examens aussi, ce n'est pas national sur toute l'étendue du territoire, que ce soit au centre ou au nord. Nous aussi, nous demandons l'école pour tous. L'État est là pour garantir le droit de tout un chacun. Il n'y a pas d'école dans toutes les régions, dans toutes les cercles du Mali, dû à l'insécurité, dû à l'absence des enseignants, dû à l'absence des autorités administratives. Que deviennent aujourd'hui nos frères et sœurs qui n'ont pas droit à l'école? Leur avenir est bafoué. Même ceux qui sont au sud ici, dont les enseignants refusent en réalité de rentrer en classe, ils n'auront pas de niveau. Et une année, 2 ans, ces mêmes enfants des riches, quand on nous mettra au défi d'intellectualité face à eux, bien sûr qu'ils vont damer, car ils n'ont pas étudié au Mali. Nous voulons en réalité que l'école malienne d'aujourd'hui devienne comme l'école malienne de la Première République. Et ce n'est pas sorcier. À travers des réformes institutionnelles dont le Premier ministre vraiment en a envie de faire, aujourd'hui nous devons faire une réforme sectorielle de l'éducation pour vraiment puiser dans le plus profond du problème. Parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas résoudre les problèmes à la façade pour que chaque année, nous devions danser le même rythme. Rentrer, ne rentrer pas, faire intervenir d'autres acteurs là-dedans. Nous devons résoudre le problème de façon définitive pour que les années soient normales, que nos camarades aient des années pédagogiques ou universitaires vraiment anormales pour qu'ils puissent avoir le niveau requis, une bonne formation pour devenir de bons cadres demain. Monsieur Daouda Sako, des années sauvées par justesse. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Quelle est la solution à trouver pour mettre fin à tous ces problèmes? Dans ce temps, il faudrait qu'il y ait une stabilité durable, définitive au niveau de l'espace scolaire. Ça, c'est incontournable. Et puis, des enseignements de qualité. Et moi, comme je vous le dis, une petite histoire, moi j'ai commencé à enseigner au lycée en 1978. Jusqu'à aujourd'hui, je continue d'enseigner, mais je ne regrette pas d'avoir été enseignant. Et j'ai tout le respect que je mérite. Ce que je veux dire aux enseignants, c'est qu'il faut se valoriser soi-même. Il ne faut pas penser que quelqu'un d'autre viendra vous valoriser, non. C'est l'enseignant qui se valorise soi-même par la qualité de son enseignement, par l'amour qu'il a pour l'élève, par l'amour qu'il a pour son métier, pour l'amour qu'il a pour son pays. Mais nous, quand nous commencions à enseigner, on avait 35 000 francs CFA, 70 000 francs maliens. Mais eux, ils profitent de quelque chose que nous avons commencé, mais nous n'avons pas eu. Mais malgré tout, mais nous sommes heureux qu'il y ait des aménagements ou qu'il y ait des améliorations des conditions de vie des enseignants. Ça, c'est quelque chose que nous souhaitons. Mais il faut se dire que l'école a fait un long chemin, et le professeur, l'enseignant a fait un long chemin. Il faudrait qu'on se le dise. L'enseignant se valorise soi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre un grand boubou et le mettre à l'enseignant. Il va dire, ah, vraiment, tu es bien joli, tu es bien repassé. Non. Il faut qu'il le cherche, qu'il le mérite. Et c'est ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'enfant, l'élève, il est irremplaçable. C'est l'élément incontournable pour le développement de toute société. Quand il n'y a pas d'école, vous voyez, allez au marché. Ce sont des élèves qui sont des cireurs, ou les filles qui sont des vendeuses d'eau glacée ou de glace. Mais ce sont des élèves qui sont maintenant dans la rue. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des délinquants. Et là, tout le monde, personne ne sera sauvé. Même nous, les anciens, nous ne serons pas sauvés quand ces gens-là, ils deviendront des délinquants de la société. Qui va se sauver? C'est pourquoi je dis que l'enseignant, il ne faut pas se leurrer. Personne ne peut payer la sueur de l'enseignant. Parce que l'enseignant, lui, il forme l'être humain. Il l'aide à être utile à lui-même et utile à sa société. Mais
C'est pas l'argent qui peut permettre de payer tout ça. Donc, vraiment, la place de l'enseignant dans la société est incontournable. Ils doivent le savoir que c'était un métier aussi de sacrifice. C'était un métier de sacrifice. Si je prends les exemples, nous, quand nous surveillons le bac, les années 68, il n'y avait pas de prime d'indemnité de surveillance du bac. Et puis, on dit qu'on ne peut pas faire le bac sans les enseignants. Je le reconnais, mais il n'est pas dit que tous les enseignants aussi sont bons comme surveillants. Hein. J'ai été président des centres d'examen et autres pendant près de 15 ans. J'ai eu à renvoyer des enseignants dans des salles de classe. Et pas un ou deux, mais plusieurs pour mauvais comportement. En tant qu'inspecteur et inspecteur général, étant président de centre d'examen. Donc tout n'est pas rose dans notre maison, mais nous souhaitons quand même que vraiment l'enseignant se soucie quand même encore un peu plus de l'avenir des enfants dont il a la charge. Ça, c'est incontournable. Merci, M. Sako. M. Almoudou, vous voulez réagir face aux propos de M. Daouda Sako? Non, pas réagir, dire seulement que il est toujours bon d'écouter l'histoire parce que chaque fois qu'on a l'occasion de les rencontrer quand même, ils nous rappellent l'histoire de ce qu'ils ont vécu en tant qu'enseignants. J'estime que nous aussi, nous avons accepté de consentir les mêmes souffrances. Et malheureusement, nous ne sommes pas prêts à ça. Nous ne sommes pas prêts à ça. J'ai l'habitude de leur dire le kilo de riz est vendu au même prix à l'enseignant et aux autres fonctionnaires sur le marché. Demander de dire que de faire des sacrifices, je ne pense pas s'il y a un corps au Mali aujourd'hui qui consent de sacrifier plus que l'enseignant. Il y a des villages, il y a des localités aujourd'hui, il n'y a aucun responsable si ce n'est pas l'enseignant. Des villages où l'école est en train de fonctionner, il n'y a aucune autre autorité là-bas, les enseignants sont là-bas. Nous avons l'habitude de les rappeler. Nous avons depuis le 19 décembre 2019, notre camarade Seibou Togo est en détention. Personne n'a jamais prononcé un seul mot, et pourtant c'est un enseignant. Qui pourra rendre service à traverser Tenenkou? Il a été appréhendé par les djihadistes. Il est encore en détention. On ne peut pas demander aux enseignants de faire des sacrifices plus que ça. Peu plus que ça. Les enseignants du Mali ne demandent qu'à avoir les meilleures conditions leur permettant d'exercer leurs fonctions. Et sacrifice, je pense que je peux demander aux professeurs d'aller se renseigner auprès des administrations scolaires, les directions. Malgré que nous sommes rentrés en retard cette année, l'effort que les enseignants ont consenti pour rattraper le programme. Je pense que même ceux-là qui n'aiment pas les enseignants, ils reconnaissent ça aujourd'hui. Nous avons d'abord écrit au ministre de l'Éducation à son temps pour lui dire la date du 25, il ne faut pas reporter ça. Et ensuite, les enseignants se sont donnés. S'ils font les examens aujourd'hui, c'est parce que les gens sont avancés dans le programme. C'est un effort que les gens ont consenti. Certains ont accepté de prendre des heures au-delà des heures normales qui leur revient. Moi, je suis avec des collègues qui sont en train de faire 48 heures de cours par semaine. Ça les fait 3 ans, ils n'ont jamais reçu les heures supplémentaires. Et pourtant, dans l'administration, les gens, chaque mois, ils perçoivent leurs heures supplémentaires. Pourquoi on ne peut pas demander à ces gens-là de faire des sacrifices? C'est seulement à l'enseignant, chaque fois à l'enseignant de faire des sacrifices. Les sacrifices, nous sommes en train de faire tous les jours, mais de là à aller nous piétiner, de là à aller jusqu'à vouloir faire de l'enseignant ce tapis-là sur lequel tout le monde doit marcher, les enseignants du Mali aujourd'hui ne sont pas disposés à ça. Les négociations avec le gouvernement, ça, nous allons utiliser tous les moyens locaux pour que nous soyons entendus. C'est ça la valorisation aussi de l'enseignant. Je ne dis pas que tout le monde est bon. Et tous les fonctionnaires ne sont pas bons. Tous les journalistes ne sont pas de bons journalistes. Tous les juges ne sont pas de bons juges. Donc on ne peut pas étiqueter ça à l'enseignant. Dans tout corps, il y a des mauvais grains. Donc on ne peut pas prendre ce élément-là et l'extrapoler pour prendre tous les enseignants dans cette étiquette-là. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas eu de négociation. J'ai dit, je pense que la dernière fois quand j'ai quitté ici, je vous disais que ce qu'adviendra de l'école ne dit absolument rien à ce gouvernement. Depuis que ce jour a commencé, il n'y a jamais eu de négociation avec le gouvernement. Ce n'est que le jeudi passé que nous avons été invités par les ministres du Travail et de la fonction publique pour une rencontre d'échange. Il n'y a pas de négociation, c'est une rencontre d'échange
au cours de laquelle il n'y avait aucune proposition du gouvernement, aucune proposition. Contrairement à une autre technique qu'on a vue sur les réseaux sociaux, qui ne reflète pas l'état de la région. Et ça, c'est ça qui fait aussi le déficit, le mal dans ce pays-là. On cherche toujours à faire une communication qui consiste, au lieu de chercher la solution, on cherche à diviser les gens. La note technique du ministre fait semblant comme s'il y a des propositions. Il n'y a pas de propositions. Quand vous partez, des gens qui ont des revendications, qui ont initié des actions, vous partez les voir pour les dire, allez les expliquer la grille unifiée. Vous pensez que nous sommes syndicats de l'éducation, nous sommes plus de 80 000 enseignants, vous pensez qu'une telle grille peut sortir et que nous on regarde ça comme ça? Nous on a fini avec nos analyses pour cette question. Comment est-ce qu'on va nous rencontrer pour nous dire, nous expliquer l'avantage de la grille? On a fini avec ça. Nous, on a fini avec cette analyse-là. Et allez nous demander de suspendre nos actions en attendant que nous nous convenions sur un calendrier de travail, etc. Nous ne sommes pas dans ça. Nous avons besoin de propositions concrètes que nous allons analyser pour qu'on sorte de la question. Toute autre proposition, et ça, on a dit ça au ministre du Travail et de la fonction publique, toute proposition aujourd'hui, en dehors de l'application de la loi, n'est pas la bienvenue au niveau des syndicats de l'éducation. Je pense qu'il faut que dans ce pays, que nous acceptons ça. Sans ça, il n'y a pas de pays. Sans ça, il n'y a pas de pays. Parce que tous ceux-là qui sont en train de prendre des décisions, là, ils l'ont pris au nom des textes de la République, au nom des lois de la République. Pourquoi on ne veut pas appliquer une loi de la République? Parce que ça accorde des enfants aux enseignants et que les enseignants n'ont pas droit à ça. C'est ça le problème dans ce pays-là. Vous suivez le débat de Studio Tamani. Le thème d'aujourd'hui est éducation. Dans quelles conditions se tiennent les examens du CAP au Mali? Le vendredi dernier, le Parlement des enfants a remis une déclaration aux autorités du pays. Issa Togola était sur place. Il a fait un reportage pour nous. Écoutons. Face à cette nouvelle menace de grève des enseignants qui plane sur l'année scolaire, les enfants expriment leurs inquiétudes. Lors de cette conférence, ils ont interpellé les différents acteurs de l'éducation. Noam Chérif Aïdara, porte-parole du Parlement des enfants. C'est une violation flagrante des droits des enfants. Si les enfants ne sont pas éduqués, qui seront les dirigeants de demain? Et si les enfants ne vont pas à l'école, cela ferait d'eux des gens en proie à la délinquance, à la violence qui se retrouveraient dans les rues les jours à venir. À la suite de ce point de presse, les enfants se sont rendus à la maison des enseignants pour remettre une déclaration aux enseignants. Ces derniers se disent conscients de la situation, mais affirment que la responsabilité incombe à l'État. Ousmane Almoud, enseignant. Nous, syndicats de l'éducation, notre souhait n'est pas de leur faire du mal. Aujourd'hui, la situation qui nous est imposée, c'est le gouvernement qui l'a fait. Et il est revenu au gouvernement de trouver la solution et de garantir le droit de tout un chacun. À la fois garantir le droit des enfants à l'éducation, mais aussi de garantir le droit des enfants qui n'est autre qu'une application d'une loi de la République. Une copie de cette déclaration devrait être rendue au Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les enfants ont annoncé entreprendre prochainement de nouvelles actions jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Monsieur Boubacar Garba de l'AEM, vous venez d'écouter vos petits frères du Parlement des enfants. Pensez-vous qu'ils ont raison? Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Aujourd'hui, l'avenir vraiment de cette nation est en train d'être hypothéqué. Certes, je n'en disconviens pas avec M. Sako aussi. Au Mali, il y a un problème d'éthique et de déontologie dans plusieurs corps au Mali. Et il y va aussi de la responsabilité de l'État à travers des programmes de citoyenneté et de civisme pour vraiment cadrer des bons cadres de demain. Aujourd'hui, certes, c'est déplorable aussi. La plupart des membres de FENAPEM sont pratiquement tous des enseignants. Ils ont traversé par ces boulots. Nous ne sommes pas contre que les enseignants soient mis dans leurs droits. Le Mali de 2021 et le Mali de 1970 est catégoriquement différent. Nous sommes dans un monde de mondialisation. Nous sommes dans une communauté de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes vraiment dans un monde maintenant de coopération et de mondialisation, dont vraiment tout est connecté à travers aussi des conventions. Les enseignants de cette sous-région, la synergie du Mali, ils se comparent à certains pays de la sous-région, malgré que comparaison n'est pas raison. Mais même si l'État n'arrive pas à les mettre au même niveau de conditions par rapport aux autres membres de la sous-région, ils doivent essayer. Essayer, c'est à travers aussi des bonnes actions, de bonne foi, avec aussi des volontés et une bonne stratégie, c'est-à-dire de bonnes méthodologies. Moi, je pense que
cette situation d'article 39 qui date bientôt de 2 ans, l'État ne devait pas amener cette situation de grille unifiée sans pourtant vraiment trouver à la base d'abord avec toutes les entités qui regroupent ces grilles unifiées pour vraiment essayer d'éviter d'autres représailles venant, que ce soit des synergies, que ce soit d'autres corps. Car aujourd'hui, on a l'habitude de voir tous les corps professionnels du Mali partent en grève. L'État est paralysé. Déjà, la situation est là. Est-ce que l'AIM a tenté une conciliation entre le gouvernement et les autorités et les enseignants? Je me souviens, quand on essayait de sauver l'année scolaire 2019-2020, le bureau de coordination, en ce temps, à sa tête, Moussa Niagali, nous avons voulu participer à la commission de conciliation. Mais l'État n'a pas voulu qu'on y participe. Nous n'avons pas le pouvoir vraiment de les concilier. Mais c'est dont vraiment nous avons pouvoir, ça c'est mettre la pression à travers aussi des moyens légaux pour que ces deux parties ou ces différentes parties puissent en réalité se mettre d'accord. À travers aussi, nous aussi, qui sont des victimes de la situation. Quels sont ces moyens légaux? Ces moyens pour nous, ça va venir bientôt. Car nous aussi, nous ne pouvons pas permettre en réalité chaque année ces mouvements en réalité qui gangrènent du népotisme, qui gangrènent vraiment ce qu'on appelle des déficits intellectuels. Imagine cette année, dans les conditions où ces filles commençaient, normalement, ça ne devait pas terminer aussi de cette manière. Et imaginez pour l'année prochaine encore, si les enseignants décident de ne plus rentrer, de retenir les notes, de boycotter, à quand il y aura vraiment des tables de négociation? À quand en réalité il y aura un nouveau système éducatif? À quand en réalité il y aura l'école pour tous? À quand en réalité chaque fois les différents corps ne pourront plus s'élever pour que ce soit des problèmes financiers? Car tous ces problèmes, que ce soit les différents corps, qu'ils ne s'élèvent que pour soit les heures supplémentaires, des subventions, des indemnités. Et si nous aussi, membres du bureau de coordination, nous nous levons pour nos trousseaux et nos bourses, on nous supplie de rentrer. Et on ne nous donne rien. Alors que ça nous sert aussi d'étudier, d'acquérir le savoir. On ne doit pas nous oublier aussi tout le temps dans le sens. Et ce n'est pas les trousseaux, les bourses aussi qui font l'école en réalité. Les moyens requis. On va en venir, monsieur Garba. Monsieur Daouda Sako, à cette allure-là, est-ce qu'on peut dire que l'année scolaire est en danger? L'année scolaire est en danger parce que avec la position retranchée de la synergie, l'année scolaire sera forcément en danger parce que cette menace sur les examens, je pense que, bon, jusqu'à preuve le contraire, les négociations vont aboutir sur une bonne entente des deux parties. Ça, c'est notre souhait. Dans le cas contraire, ce serait la pire des catastrophes. Que les enfants soient abandonnés à la porte des examens, je crois que personne ne souhaite cela. Personne ne souhaite voir cela. Parce que vraiment, ce serait une catastrophe. Et aussi, ce que je voulais dire, certains disent que 78 c'est loin, mais moi je crois que ceux qui ont fait l'école, même les Moudou, sont nos élèves. Al-Moudou sont nos élèves. Mais vous croyez que ceux qui vont sortir des mains de les diplômés de l'école présentement, là, avec une école avec une instabilité permanente, mais qu'est-ce qu'ils auront appris? Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Qu'est-ce qu'ils vont réaliser? On parle toujours de baisse de niveau, de fondamental jusqu'au supérieur. Des étudiants qui ont des problèmes énormes pour faire une lettre. Et une fois, je suis allé à la BDM, on me dit, mais
Monsieur Savo, vous savez, il y a un professeur qui est venu, on lui dit de faire la demande pour avoir un chéquier, et il dit, ben, il faut lui donner un exemplaire. Il dit, non, ce n'est pas possible. Non, mais moi, je ne sais pas. Et la qualité de l'enseignant est telle que l'enseignant est incontournable. La qualité de la formation de l'enseignant est incontournable pour une bonne école, pour des diplômes valables. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une école de semblant. L'école ne peut pas supporter le semblant. Et la prise de notes. Moi, je vous dis, hein, une fois mes étudiants m'ont posé la question, moi, je me disais, est-ce que c'est normal que l'enseignant prenne en otage les notes des élèves? J'ai dit non. Parce que dans la note, il y a une participation de l'élève. La copie appartient à l'élève. Il écrit ce qui sort de sa tête avec son bic. Donc l'élève aussi a une part. Je peux supporter un enseignant qui dit je ne peux pas corriger, mais je ne corrige pas, mais bloquer la copie de l'élève avec sa note, je crois que vraiment il faudrait qu'il voit un peu cet aspect. Parce que là, ce serait quand même un peu trop de part de mes collègues enseignants de priver l'élève d'apprenant de sa note. Parce que ça, c'est extrême. Donc, la situation est telle que nous pensons que avant les examens, les deux parties pourraient s'entendre. Je le souhaite. Par ailleurs, une loi qui a été votée jusqu'en 2018 et qui, jusqu'à présent, pose problème au gouvernement. Le gouvernement qui l'a fait voter et qui l'a accepté a été incapable de l'appliquer pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a été incapable d'appliquer une loi qui a été votée par l'Assemblée, une assemblée normale. Mais ça n'interpelle pas les gens. Ça n'amène pas à réfléchir. Le gouvernement de la transition a tenté et a été bloqué aussi. Parce qu'il y a eu le soulèvement de l'INTM, qui est à la centrale beaucoup plus importante. Mais ça n'amène pas à réfléchir. Et nous sommes assis comme ça à regarder l'avenir compromis de nos enfants et de l'État même. Alors c'est pourquoi j'ai dit une fois, et ça n'engage pas la Fédération des parents d'élèves. J'ai dit, mais si une loi trouve autant de problèmes dans son application par le gouvernement successif, nous n'avons pas une institution spécialisée pour voir les lois dans leur contenu, dans leur applicabilité, dans leur conformité. On n'a pas de structure au Mali pour ça. Ou alors le gouvernement, il se prend des textes pour se piéger, ou de piéger ceux qui vont venir après. On peut aller dans ce sens-là. Quel type de gouvernance nous avons? Moi, j'ai dit, mais non. Si la réaction des enfants, des enseignants puisse amener à une meilleure gouvernance, vraiment, je les félicite. Parce que tout est lié à ça. Merci, quel type de gouvernance nous avons? Merci, quel type de cadre nous avons? Pour le pédagogue Morike Dambélé, la solution est dans la négociation. Il propose aussi au gouvernement de donner des primes aux enseignants au lieu des avantages de l'article 39. Il est joint au téléphone par Mamadou Samasekou. On l'écoute et on se retrouve après sur le plateau. Ce n'est pas une bonne situation de dire on va faire l'examen sans les enseignants. Ce n'est pas une bonne chose de reporter non plus les examens l'année au bout du bout. Et donc, il ne faut plus reculer les dates. Il faut donc négocier avec les enseignants en leur proposant justement des alternatives pour leurs revendications. C'est la seule sortie de crise qui soit aujourd'hui envisageable dans l'intérêt général de l'école. J'avais demandé à l'État de faire un protocole de stabilisation de longue durée avec les enseignants. Je pense qu'il est possible de négocier avec les enseignants et de leur proposer une prime unifiée et harmonisée en lieu et place de ce qu'ils revendiquent, parce qu'il faut harmoniser les salaires à l'échelle des diplômes et à l'échelle de tous les corps pour une grande stabilisation de la fonction publique. Les enseignants doivent accepter d'y aller. Monsieur Ousmane Almoudou, porte-parole du mouvement des enseignants signataires du 15 octobre. Vous venez d'écouter les propos de monsieur Morike Dambélé, pédagogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en fait, avant d'arriver aux propos de Morike, oui. Vous permettez quand même de dire 2 choses sur allez-y. Les propos de M. Sanko. La loi n'a pas un problème d'applicabilité. Vraiment, il faut qu'on sorte de ça. La loi a été promulguée le 16 janvier
Et la loi donne une grille plafond de 1060 aux enseignants. Et ça s'était appliqué le 1er janvier 2018. Donc, il n'y a pas un problème d'applicabilité de la loi. En 2019, il y a un mouvement sur le statut général. Les enseignants ont demandé au regard de l'article 39. Les régimes qui étaient là avaient refusé d'appliquer une loi de la République. Ceux qui sont venus après eux, ils l'ont appliqué. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne va pas donner des avantages aux enseignants parce que tel corps s'est levé, dit qu'il n'est pas d'accord. Et on dit que c'est la loi qui n'est pas applicable. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en train d'appliquer l'accord d'Alger. Est-ce que tous les Maliens sont d'accord avec ça? Non, il faut qu'on sorte de ça. La loi de 2018 des enseignants n'a pas un problème d'applicabilité. C'est un problème de volonté politique et du fait que des gens ne veulent pas avoir les enseignants dans le bonheur. C'est seulement ça. Sinon, il n'y a pas un problème d'applicabilité. La loi est applicable depuis le 1er janvier 2018. La loi est en train d'être appliquée. D'accord. Donc c'est le problème des enseignants et non de non, ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème des enseignants. Parce qu'on a mis dans l'esprit des gens que l'enseignant ne doit pas égaler les autres, à plus forte raison les dépasser. C'est ce qui est dans les circonstances des gens. Sinon, ce n'est pas un problème d'appliquer de la loi. Vraiment qu'on sorte de ça. Pour nous, aujourd'hui, la loi n'a aucun problème pour être appliquée. La deuxième chose, c'est que nos amis de l'AEM, il faut qu'ils sortent de ça. Parce que nous rappelons quand même l'année dernière, le gouvernement, lorsque nous étions dans le mouvement, on a des informations, on leur a dit de rester à l'écart du mouvement, parce que c'est un combat entre eux, entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation, ils sont mis de côté. Je pense qu'au-delà de ça, les étudiants du Mali sont appelés, c'est là qu'ils sont appelés à gérer le pays demain. Un citoyen, au-delà de toute considération, les lois de la République, tout citoyen doit demander l'application des lois de la République. Ça, c'est en dehors de toute autre considération. C'est un principe fondamental de la démocratie. Si on accepte que n'importe qui peut se lever et allègrement violer les lois de la République, personne ne sera en sécurité. Et ce que les anciens demandent aujourd'hui, ce n'est pas une revendication, c'est tout ça une demande d'application de la loi de la République. Donc que nos amis, nos camarades de l'AIM comprennent que, au-delà du fait que c'est des avantages où ça concerne les enseignants, c'est des principes de droit, c'est des principes de la loi, que eux, qui sont appelés à être des dirigeants de demain, doivent cultiver déjà en eux le respect des textes de la République. Docteur Morike Dambélé propose des primes et indemnités et que les enseignants sont... On ne peut pas aller à ça. En fait, je pense que les gens sont en train de mélanger les choses. Si vous prenez l'ordonnance elle-même, l'ordonnance même exclut une corporation. En l'occurrence, l'enseignement supérieur. L'ordonnance dit clairement que l'ordonnance ne s'applique pas au corps de l'enseignement supérieur. C'est déjà une exception. On me dira que l'exception confirme la règle. Mais c'est déjà une exception. Pourquoi? Pour la qualité de l'enseignement. Mettre en valeur le système éducatif, on ne mettra pas tout le système de l'école en dehors de cette grille, en dehors de cette ordonnance. Pourquoi pas? Parce que les premiers indemnités dont il parle là, l'article 36 des enseignants parle de ça. L'article 39 depuis 2018, le gouvernement devait prendre un décret en Conseil des ministres pour déterminer les primes et indemnités allouées au personnel enseignant. Cela n'a jamais été fait. Et pourtant, les enseignants n'ont pas revendiqué d'abord. Peut-être que le jour à venir, on va poser ça sur la table. Parce qu'en réalité, on a compris que, en tout cas, nous, cette génération d'enseignants qui sont là, depuis que nous avons commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a eu sur nos salaires, on l'a eu à la suite des combats. Le gouvernement a préparé les enseignants actuels, formatés. Tout ce que vous allez avoir, si vous restez assis, vous ne l'aurez pas. Donc il faut vous battre. On est préparé à ça. Et tout ce qu'on a obtenu depuis que nous avons commencé à travailler aujourd'hui, c'est suite à une lutte. Et ça veut dire que nous sommes obligés d'aller à ça. Les primes indemnités, le gouvernement dit qu'ils vont aller à une harmonisation des primes indemnités. Mais ce qu'on nous a été dit le jeudi, ce n'est rien. Ça veut dire qu'on va avoir la prime qui est commune à tous les fonctionnaires, on harmonise ça. Et pourtant, d'autres corps ont des primes spécifiques à leur fonction qui permettent de payer un enseignant par mois. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci. Le thème du grand dialogue d'aujourd'hui était « Éducation, dans quelles conditions se tiennent les examens du CAP au Mali ?» Nos invités étaient M. Ousmane Almoudou, porte-parole du mouvement des enseignants signataires du 15 octobre, M. Daouda Sako, membre de l'association des parents d'élèves, et Boubacar Garba, porte-parole de l'association des élèves et étudiants du Mali. Moi, Mariam Koulibaly, j'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission qui a été coordonnée par Mohamedou Touré. À la régie, il y avait Seydou Ndao et Salim Djouara. On se retrouve demain. Merci. Le grand dialogue. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.